de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Identifié. On sait depuis la fin des années 40, quand des études officielles ont été lancées, que la plupart du temps il s'agit soit d'erreurs de perception de phénomènes naturels, soit tout simplement d'engins fabriqués par l'homme. Mais il y a les autres cas, ceux que ces deux explications ne parviennent pas à justifier. Et parmi ces autres cas, sans doute, les multiples phénomènes qui ont pu être observés dans la vallée d'Esdalen en Norvège. C'est dans une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège que se trouve la vallée d'Esdalen. L'hiver y dure 8 mois et la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Une vie rude mais paisible dans ce petit bourg de Røros où le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, en 1981, cette vallée sans histoire est devenue le centre d'intérêt de nombreux scientifiques. La première fois que je suis allé à Esdalen, c'était en septembre 1982, un an après les apparitions. Et là-bas, j'ai réellement vu ce que l'on racontait sur les ovnis de mes propres yeux. C'était une expérience capitale pour mes recherches. C'est en effet à quelques kilomètres de cette petite ville que plusieurs fermiers de la vallée ont observé à diverses reprises des phénomènes extraordinaires. Il n'y a que 150 habitants dans la vallée d'Esdalen. Les fermes sont très isolées et pourtant tous les témoignages concordent. Le 25 janvier 1981, à 16h, il fait déjà nuit. Les journées sont très courtes en hiver. Comme tous les après-midi, Björn Lillvold descend vers son hangar pour y chercher des bûches. Quelques semaines auparavant, Björn a vu au loin des lumières étranges qui ne ressemblaient ni à des avions ni à des étoiles filantes et qui avaient disparu aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Björn s'est demandé s'il n'avait pas rêvé, mais ce jour-là, il n'aura plus aucun doute. Björn n'en croit pas ses yeux. À quelques mètres au-dessus de lui, un objet d'une luminosité prodigieuse glisse silencieusement dans le ciel et s'immobilise un instant. Et quelques moments plus tard, l'objet disparaît à une vitesse fulgurante derrière les montagnes. L'objet est resté immobile, entouré de lumière diffuse. Très peu de lumière. Il s'est figé environ 5 minutes. Peut-être plus. Tout d'un coup, il s'est complètement illuminé. Puis il est monté droit dans le ciel, d'un seul coup. Il n'émettait aucun son. Cette nuit-là, Björn n'a pas dormi. Était-il le seul dans la vallée à avoir vu cet objet incroyable? Et le reverrait-il un jour? Le lendemain matin, à quelques kilomètres, un autre fermier, Jon Arvid, accompagné de son chien Chuck, s'enfonce dans la forêt pour couper du bois. Chuck paraît nerveux. Il est pourtant si placide d'habitude. Jon ressent lui aussi, sans se l'expliquer, une certaine angoisse. Les élans semblent inquiets. Chuck a besoin d'être rassuré. Que se passe-t-il? Jon a déjà éprouvé la même tension.
C'était il y a quelques semaines, juste avant d'apercevoir au loin des formes lumineuses dans le ciel. Ils scrutent l'horizon. Et soudain... La forme gigantesque et luminescente ralentit en passant au-dessus de lui, puis accélère brusquement et disparaît. Chuck tente de le poursuivre pendant quelques mètres. Le fait que cela se passe souvent dans notre vallée, c'est ce qui nous fait le plus réfléchir. Pourquoi viennent-ils dans cette vallée précisément? On se pose beaucoup de questions à ce sujet. On a une théorie, c'est qu'ils ont peut-être perdu un de leurs engins ici et qu'ils essayent de le récupérer. Jon est resté longtemps dans le froid à contempler le ciel, mais il n'y avait plus rien. Il fallait rentrer. La nuit tombe vite. À quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de la famille Meux, Hugues et sa femme Marie ont fini le travail de la journée. Hugues a déjà entendu parler de ces mystérieuses lumières, mais il n'en a jamais vu et il n'y croit pas. Mais le grand-père, lui, en a déjà vu plusieurs fois, et il s'assoit souvent à la fenêtre de sa chambre dans l'espoir de les revoir. J'espère qu'on va savoir un jour vraiment d'où ils viennent, de quelle espèce ils sont. Des questions sans réponse aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres qui habitent ailleurs, dans l'espace. Parce que les lumières apparaissent, elles s'arrêtent et puis elles disparaissent à des vitesses incroyables. Ce soir-là, le grand-père est à son poste d'observation. Va-t-il enfin revoir ces objets lumineux qui le font tant rêver? Il est 17 h. Rien d'intéressant à la télévision. Hugues en profite pour enfin réparer le verrou de la cave. Hugues, les lumières sont revenues. Le grand-père est fasciné. Les lumières ne sont jamais venues si près. C'est la première fois qu'il les voit aussi nettement. Pour Marie, c'est l'occasion de prouver à Hugues que les lumières existent vraiment. Elle l'appelle. Mais le temps de remonter de la cave, il est trop tard. Le ciel est redevenu noir et Hugues repart, n'y croyant toujours pas. Hugues, lui, il ne croyait pas du tout ce que je disais. Il ne croyait pas non plus mon père. Et à chaque fois, il préférait aller se coucher le soir plutôt que de venir observer le ciel avec nous. Ce soir-là, Marie et son père vont tenter de convaincre Hugues. Mais il reste toujours aussi sceptique. Pourquoi seraient-ils les seuls dans la vallée à voir ces lumières insolites? Dès le lendemain matin, Marie décide d'en avoir le cœur net. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais parlé de ces phénomènes. Mais ce jour-là, elle téléphone aux fermes voisines. Et elle apprend avec soulagement qu'eux aussi ont vu quelque chose. Björn propose alors une expédition en scooter des neiges à la tombée de la nuit, pour aller de l'autre côté de la montagne, là où les lumières ont disparu. Devant l'insistance de ses voisins, Hugues accepte de partir avec eux. Pourtant, il ne croit toujours pas à l'existence de ces apparitions étranges. Il est 16 h. La nuit est glaciale. Le chemin est long et difficile.
Pour accéder au plateau qui leur offrira la meilleure vue sur la vallée et la montagne, il faut quitter la route et couper à travers bois. Au bout de 3/4 d'heure, Hugues veut abandonner. Il a froid, il est fatigué et ils sont encore loin. Le jour de l'expédition, je suis resté sceptique pendant tout le trajet jusqu'à la montagne. Même lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, j'avais envie de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Surtout que le temps était assez mauvais. J'étais sûr qu'on ne verrait rien. Mais les autres veulent continuer. Hugues doit céder. Il serait dangereux de retourner tout seul à la ferme. Une demi-heure plus tard, ils ont enfin atteint le plateau et leurs efforts seront récompensés. Les 3 hommes vont assister à un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Une lumière est descendue dans la vallée. Elle est restée sur le flanc de la montagne. Juste après, il y a eu une deuxième lumière qui est descendue. À la fin, il y avait 3 lumières en face de nous, dans la vallée. Hugues, captivé par ce balai de lumière, comprend enfin que Marie avait raison. Il y a bien des objets fantastiques qui survolent la vallée d'Esdalen. Après, celui du milieu s'est éclairé très très fort. Puis il est monté vers le ciel à une vitesse extraordinaire, en déversant de multiples couleurs. Et lorsqu'il est arrivé très haut, l'un des autres objets est descendu. Il a pris la place de celui du milieu. Pendant plus d'1 heure et demie, les 3 hommes vont observer avec émerveillement le jeu incompréhensible de ces formes lumineuses. Essaient-elles de leur transmettre un message? Sont-elles, elles aussi, en train de les observer? Transis de froid, ils doivent à regret quitter les sublimes lumières qui les ont enchantés pendant plus de 2 heures. Björn, Hugues et Jon n'ont pas été les seuls témoins de ces apparitions mystérieuses. De l'autre côté de la frontière, en Suède, de nombreuses personnes ont fait les mêmes observations. La télévision suédoise a diffusé un flash spécial sur ce phénomène. Certains témoins l'ont photographié. Des formes lumineuses ont été aperçues jusqu'à 150 km de la frontière norvégienne. Un des objets a même été filmé. Astronomiska experter och försvarsstaben hävdar att folk har sett förklarliga ljusfenomen. Au cours des mois suivants, les témoignages se sont multipliés. Devant l'ampleur du phénomène, en 1984, après 1 an de préparation, une équipe de scientifiques scandinaves, en collaboration avec l'armée norvégienne, va installer une base d'observation dans la vallée d'Esdalen. Pendant 1 mois, 24 heures sur 24, les scientifiques ont recueilli des informations très précises grâce à des instruments de mesure extrêmement perfectionnés. Et tout à coup, les lumières sont arrivées. On était extrêmement surpris, car on ne s'attendait pas à les voir lors de notre premier jour d'observation.
Un an plus tard, la même équipe est revenue vérifier les résultats obtenus. Les conclusions des 2 projets Esdalen sont étonnantes. Certaines formes lumineuses observées dans la vallée atteignent jusqu'à 30 000 km/h. Elles ne peuvent provenir ni de phénomènes naturels, ni d'objets fabriqués sur Terre. Un 3e projet d'observation est en préparation. Peut-être apprendrons-nous enfin la véritable nature de ces objets volants non identifiés, qui continuent d'illuminer mystérieusement le ciel de la vallée d'Esdalen. Bon, alors naturellement, quand on voit ce que l'on vient de voir, on a effectivement du mal à penser qu'il puisse s'agir d'un phénomène naturel, météorologique, et a fortiori, bien sûr, d'un quelconque engin que l'homme aurait construit. Alors c'est de ça dont on va parler maintenant avec nos 3 invités. Patrick Chassagneux est ingénieur à Météo France. Perry Petrakis, les téléspectateurs de Mystère le connaissent, il était venu pour une autre affaire d'OVNI, l'OVNI de Trans-en-Provence. Il est ufologue et il édite et dirige la revue Phénoména. Et puis mon ami Pierre Koller, astrophysicien et journaliste bien connu des auditeurs de RTL. Perry Petrakis, vous, votre travail, c'est de collecter tous les témoignages, enfin le maximum de témoignages possibles sur ces phénomènes d'OVNI. Est-ce que vous avez des critères de classement? Est-ce que Esdalen rentre, comme je le disais, dans la catégorie vraiment des vrais OVNI, c'est-à-dire de ceux qui sont absolument pas identifiables? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir présenté cet excellent reportage, car il permet de faire connaître au public français un cas tout à fait étonnant, qui a des caractéristiques étonnantes. Alors ces caractéristiques sont d'abord la durée, nous l'avons vu, 5 années, plus de 4 années et demie en tout cas. Le nombre de cas, 188 répertoriés sur ces 5 années. Et le nombre de témoignages aussi. Et le nombre de témoignages, tout à fait étonnant. La répartition géographique, qui finalement, ça se situe sur une très petite échelle, puisque la vallée fait une douzaine de kilomètres de long. Mmh. Et puis le fait quand même que ces phénomènes ont été bien enquêtés par les témoins, par les enquêteurs qui étaient sur place, et que, ma foi, 10 ans après la fin, je dirais, de cette vague, personne n'était en mesure d'apporter une explication satisfaisante en termes conventionnels. Alors, procédons par ordre. Et là, je pense surtout à Patrick Chassagneux. On peut écarter l'hypothèse d'un phénomène naturel. Moi, la première idée qui me vient à l'esprit, elle est peut-être idiote, c'est qu'on est près du pôle. Et le pôle magnétique, c'est quand même le pays des aurores boréales, c'est le pays de tas de phénomènes qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde, hein. Oui, effectivement. Mais les aurores boréales sont bien connues, donc ce phénomène est quand même très différent. Et puis une aurore boréale occupe tout le ciel, n'occupe pas simplement une petite boule. Donc c'est quelque chose de différent. Il y a aussi un autre phénomène qui est très important près des régions froides, sont les inversions de température. Les inversions de température, oui. C'est-à-dire que l'air, au lieu de se refroidir quand on monte en altitude, il se réchauffe. Et ça peut expliquer ce qu'on voit? Et ça peut expliquer des lumières qui apparaissent dans le ciel. Mais on n'aura pas ce genre de lumière, pas aussi nette et pas avec ces mouvements erratiques tels que l'on a vu. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, beaucoup d'autres endroits dans le monde où il y a eu des phénomènes semblables? C'est assez rare que nous ayons des cas comme ça de vagues qui durent aussi longtemps et qui soient aussi bien étudiés. Cela dit, il existe par exemple en Argentine, dans la province de Cordoba, une région qui s'appelle le mont Uritorco, où il y a beaucoup de phénomènes récurrents comme ça. Et puis nous avons eu en France également une affaire tout à fait intéressante qui s'est déroulée sur moins longtemps, puisque ça a duré 2 mois, dans les années 75, durant l'hiver 75 en fait, dans la région du lac du Der et du bois du Ham dans la Haute-Marne. Bon, alors Patrick Chassagneux, vous écartez le phénomène météorologique et naturel. Oui. Je voudrais quand même connaître quel est votre sentiment quand vous voyez ce qu'on vient de voir. Alors je suis très perplexe parce que, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, il n'y a rien de météorologique là-dedans. Je ne pense pas. Bon, Pierre Koller, l'astrophysicien. Est-ce que je dis une bêtise si aujourd'hui la plupart des astrophysiciens sont bien obligés d'admettre la possibilité d'une vie extraterrestre?
Oui, je crois que tout le monde aujourd'hui l'admet. Bon, vous savez que la vie, déjà, premier point, on a pu montrer qu'elle découlait normalement de la matière inerte. Je veux dire que sur Terre, les éléments qui constituent la matière minérale sont les mêmes que ceux qui constituent la vie. Bon, les atomes de la vie, les 4 atomes principaux, vous le savez, carbone, oxygène, azote, hydrogène, existent déjà sur Terre, existent dans l'univers. On les a détectés par radioastronomie, ils sont partout dans l'univers. Alors, donc, pas de problème, la vie est un phénomène normal. Ces trucs-là, Pierre, ces lumières, puisqu'aucune explication, je dirais, terrestre n'est susceptible d'éclaircir ce mystère, alors il faut tout de suite parler d'extraterrestres? Tout de suite, non. On n'en sait rien. Je veux dire que, vous savez, la science ne résout pas toutes les questions tout de suite. Il y a des Surtout mystères. Pas les mystères, elle est impropre à les résoudre. Celui-là en est un. Bon, les ovnis, moi ce qui me gêne quand même, je vais vous dire, il y a un côté qui me gêne dans le côté visite d'extraterrestres. Premier point, je vous l'ai dit, la vie existe certainement ailleurs, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Le fait qu'il y ait des planètes également, donc des supports pour cette vie. Maintenant que ces êtres éventuellement plus évolués que nous viennent nous rendre visite, c'est possible. Mais je veux dire que quand on les compare à ces phénomènes d'ovnis, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Et je vais vous dire quoi. Oui, on a quand même là des trucs... des objets, des lumières, elles se déplacent à une vitesse... Alors justement, est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce que ce n'est pas plutôt une perception du témoin qui peut être... Alors il y a deux solutions. Ou bien le témoin est influencé par quelque chose d'extérieur intelligent, qui peut donc se rattacher tout à fait à de la vie extraterrestre, qui influe à distance par des procédés que l'on ignore encore. Et donc le témoin croit voir quelque chose, et ça pourrait expliquer le fait que ces lumières ou ces objets, quand il s'agit d'objets, disparaissent brutalement. Ça serait de l'hallucination collective ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire qu'un objet qui disparaît brutalement, simplement, peut-être qu'il n'existe pas physiquement devant le témoin, mais que le témoin est influencé dans sa pensée, dans son psychisme, et visualise, matérialise quelque chose qui est suggéré de l'extérieur. Suggéré par des extraterrestres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la deuxième hypothèse, peut-être la plus intéressante d'ailleurs pour des physiciens, deuxième hypothèse de travail, c'est que il y a dans l'univers des dimensions que l'on ignore peut-être aujourd'hui. Vous savez que nous vivons, c'est ce que disent actuellement tous les physiciens, dans un monde à 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Peut-être qu'il y en a d'autres, et que de temps en temps, pour des raisons que l'on ignore encore, certaines dimensions interfèrent. Et qu'à ce moment-là, on peut visualiser des choses qui n'appartiennent pas à notre univers actuel. C'est passionnant, ça, ce que vous nous dites, mais je voudrais tout de suite quand même opposer à cette théorie sur laquelle on reviendra, une affaire comme Trans-en-Provence. Parce qu'à Trans-en-Provence... C'est matériel, c'est vrai. Il y a eu des traces, et quand on a analysé les traces laissées par l'engin de Trans-en-Provence, eh ben on s'est aperçu que les modifications, notamment apportées aux plantes autour de l'impact, étaient absolument pas reproductibles en laboratoire, et que l'homme n'aurait jamais pu, aucun engin humain n'aurait pu provoquer ces transformations sur les plantes. Alors là... C'est vrai qu'il y a quelques cas... C'est un engin qui a voyagé. Il y a quelques cas comme cela, mais peut-être ne s'agit-il pas de... Je voudrais que vous expliquiez, Dieu sait si Pierre, c'est bien vulgarisé, mais c'est pas simple d'imaginer ce que vous venez de nous dire. Mais ça résoudrait le problème du voyage et de la durée du voyage. Parce que si ce sont des engins qui viennent d'autres galaxies, il leur faudrait des centaines de milliers d'années pour venir. Si on imagine le voyage vers des étoiles ou à plus forte raison vers des galaxies, les temps seront immenses par rapport à la durée d'une vie. Même avec bien sûr, des engins qui iront beaucoup plus vite que nos fusées aujourd'hui. Voilà, alors bien sûr, il y a la fameuse théorie d'Einstein qui dit que quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps se raccourcit. D'accord, pour ceux qui sont à bord, mais pour ceux qui sont sur Terre, imaginez une expédition qui part aujourd'hui, qui arrive dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Pour ceux qui sont à bord, ce sera toujours dans leur propre vie puisque le temps aura rétréci. Mais pour nous, que sera devenue la Terre dans 100 000 ans? Supposez que cette fusée soit partie des États-Unis, que seront les États-Unis dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans? Donc il y a un problème. Et je me dis, dans l'autre sens, c'est forcément la même chose. Donc je crois que le voyage dans l'espace et dans le temps ne doit pas se faire de la façon dont on est allé sur la Lune avec Apollo. Ça, c'est une petite partie de notre histoire. Alors je vais vous prendre un exemple tout bête. On a fêté il y a 6 mois les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Imaginez qu'à l'époque, un type génial se soit dit, ben voilà, on est allé en Amérique en 3 mois, peut-être 15 jours, avec des super bateaux, avec de super moteurs, des voiles extraordinaires, on ira en 3 heures. Il n'aurait jamais imaginé Concorde. Concorde, c'est l'exploitation d'un autre milieu que la mer. À l'époque du temps de Christophe Colomb, jamais personne n'aurait imaginé les avions. Donc on est peut-être aujourd'hui dans la même situation. On imagine le voyage spatial avec des fusées, Apollo, etc. À partir on de extrapole nos véhicules toujours à nous, la technique d'aujourd'hui. On n'imagine pas la conquête de nouveaux milieux.
ou la découverte de nouveaux milieux. Je voudrais dire quand même que ces phénomènes ont été constatés et mesurés à l'aide d'instruments, puisqu'ils ont monté un camp, je dirais, de base dans des conditions très très difficiles, et on a pu en détecter au radar, mesurer des tas de choses diverses. Mais il n'y a pas 30 000 km/h, il n'y a pas un engin connu, Pierre, qui puisse se déplacer à 30 000 km/h à l'heure actuelle? Non, pas dans l'atmosphère en tout cas. Et puis dans nos matériaux à nous, c'est pas possible. Non. Alors, il y a bel et bien un mystère, c'est vrai que... C'est quoi, c'est un hologramme là qu'on a vu? Pourquoi pas? Non, je n'en sais rien. C'est une image télépathique envoyée par des Martiens? Quelqu'un qui donnerait une explication ferme aujourd'hui s'avancerait beaucoup. Bon, il faut reconnaître qu'il y a à certains moments des mystères que l'on ne peut pas résoudre. La science, vous savez, bon... Elle a ses limites, hein. Il faut du temps. Peut-être qu'un jour ce phénomène sera expliqué. Je veux dire qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Merci Pierre Koller, Perry Petrakis et Patrick Chassagneux.